Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont évidemment des reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur le site internet www.omertamedia.fr, mais aussi sur l'application. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau grand entretien, aujourd'hui avec Monsieur Yacine Bellatar. Bonjour, Monsieur Bellatar. Humoriste évidemment, aussi conseiller pendant un temps d'Emmanuel Macron, mais aussi animateur de l'émission Les 30 Glorieuses. Comment allez-vous? Ça va super. Bienvenue dans les studios je suis venu d'Omerta. Je suis venu voir s'il y avait des racistes chez vous, donc ouais, pour l'instant ça va. Donc ça va, vous êtes bien accueillis pour le moment. Sinon ils sont très bien déguisés en arabe, mais ça va très bien. Donc vous êtes animateur de l'émission Les 30 Glorieuses, qui était anciennement sur Radio Nova, que vous avez quitté. Pour quelles raisons il y a eu ce mouvement? Vous avez quitté Radio Nova on a fait 5 ans quand même, ouais. C'était très bien. Puis je pense que c'était bien pour tout le monde de passer à autre chose. Donc voilà, tant mieux. D'ailleurs, Nova va vers d'autres aventures. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui reste plus de 5 ans après. Ça devient un peu, comment dire, on devient des fonctionnaires, quoi. Donc, vu que nous, on est des artistes, on avait besoin aussi de vivre autre chose. Et puis, tant mieux, tant mieux. Certains chroniqueurs sont dorénavant sur France Inter. Nous, on a notre podcast qui marche très bien, donc il n'y a aucune... on n'est pas tout le temps obligé de se quitter dans le brouhaha le plus total. C'est vraiment... c'était une très belle période de ma vie, comme Génération était une belle période de ma vie. Voilà, par moments, dans d'autres médias, ça a été un peu plus compliqué le départ, mais là, voilà. Donc, vraiment aucune raison particulière, quoi. D'accord. On vous sait humoriste engagé sur le terrain politique. Je voudrais vous poser la question au sujet du remaniement, du nouveau ministère, du nouveau Premier ministre et donc du nouveau gouvernement qui a été mis en place, et notamment la nomination de Nasrou Othman à ce ministère de la citoyenneté. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet, donc citoyenneté, discrimination, mais aussi peut-être vous poser la question du pourquoi pas Yacine Bellatar en ministre de la citoyenneté. Alors dans l'ordre, Othman Nasrou est il faut dire la vérité, est un piètre homme politique, voilà, qui avait déjà fait ses preuves dans une forme de, même pas de racisme de qualité, parce que je préfère toujours que ça soit que j'ai l'original plutôt qu'à la copie. C'est quelqu'un qui a cette contrariété aussi à l'égard des Français d'origine maghrébine ou d'Afrique de l'Ouest, enfin en gros pour les appeler les Arabes et les Noirs, qui sont nés ici. Othman Nasrou n'est pas né ici, il vient d'un pays formidable qui s'appelle le Maroc. Et c'est d'ailleurs une nouvelle tendance, ces hommes politiques qui sont nés dans un autre pays et qui viennent donner en fait des leçons aux gens comme nous en fait, qui sont nés en France et qui ont d'autres contrariétés, j'allais dire identitaires. Donc Othman Nasrou est persuadé, d'ailleurs ça se ressent dans son discours, d'être un arabe de qualité. Et nous on serait des arabes, de piètres arabes qui ne pensons qu'à piller et vivent de la CAF. Donc moi j'ai déjà eu affaire à lui dans 2-3 débats. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'élections, notamment localement du côté de Trappes, où il avait incriminé toute la ville. On lui donne notamment ses campagnes de calomnie, le Trappistan, tout ça, où il a fait passer le maire Ali Rabeh pour une sorte de succursale de Daesh, alors que Ali Rabeh est juste un maire de banlieue, comme il en existe plein, et qui essaye justement de faire avec des moyens, disons-le, assez faibles, parce que tout va bien à Trappes, non, mais objectivement, il y a du boulot qui est fait, du boulot de qualité. Donc c'est comme ça que Othman Nasrou est arrivé dans ma vie, et tout simplement, il permet à Valérie Pécresse d'essayer d'équilibrer ses photos, parce que sinon elles sont un peu trop blanchâtres. Donc il a accepté ce ministère qui est en soi un piège, parce que mettre un arabe dans ce ministère-là, c'est déjà quelque part une erreur stratégique. Othman Nasrou aurait eu beaucoup plus de respect de notre part s'il avait pris l'industrie ou autre chose. Mais je pense qu'ils ont aussi son CV et ils savent très bien que ce n'est pas des ministères qu'il peut porter. Donc, objectivement, mettre des Arabes et des Noirs en politique française comme des cautions d'une politique qui, disons-le, moi je serais Othman Nasrou, j'hésiterais à m'asseoir avec Rotaillot au Conseil des ministres. Je veux dire, à un moment, c'est quelque chose de... Et est-ce qu'un ministère de la citoyenneté existe après les propos tenus par Rotaillot, alors qu'on ne lui avait même pas demandé de tenir ce genre de propos?
considérez que c'est des propos racistes? C'est même pas raciste, si je puis me permettre. Je veux dire, le racisme, quelque part, c'est condamnable et compagnie. C'est qu'en fait, c'est marginaliser une partie des Français et ne pas concevoir la société dans laquelle nous sommes. Qu'il y ait des différents, d'ailleurs, je viens le dire sur votre média, c'est pour vous montrer à quel point moi je suis sûr de ce que je suis. Moi, j'ai pas de problème à parler avec tout le monde. Mais qui plus est, je demande pas à ce qu'on soit d'accord. Il y a des... Moi, je prétends aussi à une forme de conservatisme. C'est juste que j'aimerais que les Arabes et les Noirs en fassent partie. Mais qui peut aujourd'hui en France venir me regarder droit dans les yeux et dire que moi, je serais moins français que les autres? Tout ça parce que mes parents viennent d'un autre pays et que moi aussi, je revendique ce pays qu'est le Maroc et qui plus est l'Afrique. Mais c'est quand même obsolète de s'entendre dire en 2024 qu'on est des Français de seconde zone. Donc je pense que Retailleau, en fait, c'est plus un problème d'ordre générationnel, et j'espère que ça ne va pas être contagieux avec le Premier ministre Barnier. C'est qu'en fait, que vous le vouliez ou non, dorénavant, nous sommes des Français. Et il n'y a pas, d'ailleurs, c'est Retailleau qui avait sorti cette jolie phrase, qui est français de papier. Mais moi, je ne suis pas français de papier, en fait. Je suis français avant d'être né français, puisque mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale, qu'il a tabassé des nazis, qu'il a fait l'Indochine, qu'il a fait une campagne aussi mortifère que Monte Cassino, qui a été quand même une guerre, disons-le, une bataille assez ignoble dans l'histoire de notre pays. Donc, la question dorénavant, peut-être parce que je vieillis, c'est définissez-moi français. Est-ce que, par exemple, français, c'est par rapport à la temporalité? Est-ce que c'est par rapport à l'apport au pays? Et je ne parle pas que des médailles, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont arabes et noirs qui apportent beaucoup plus au pays autrement que par les Jeux Olympiques. Mais il va falloir, on est une composante de cette société, et pas des moindres, d'ailleurs. Moi, je serais plutôt même pour qu'on sache combien on pèse économiquement. Il n'y a pas de statistiques ethniques dans ce pays. Mais je pense qu'un jour, on verra combien les Arabes et les Noirs, économiquement, pèsent dans ce pays. Et quant à moi, pour mon parcours personnel en tant que ministre, je pense que j'ai toujours pris la politique par le côté sérieux. Je ne vais pas faire ce que j'ai condamné. Je pense qu'il faut mettre des gens compétents et il faut leur apporter. Moi, je suis quelqu'un qui sert son pays, je sers la France. Bien sûr. Et voilà, donc, mais est-ce qu'en ministre, je serais ou du moins crédible ou utile? La réponse, elle est clairement non. Mais vous étiez engagé en politique, vous étiez au Conseil de la Ville en 2018, oui. Donc nommé par Emmanuel Macron. À ça, je pourrais aussi vous faire le parallèle avec, avec un Zelensky en Ukraine, mais aussi un Beppe Grillo en Italie, où vous avez des humoristes qui franchissent le pas, qui sont plus seulement humoristes, mais qui deviennent politiques parce qu'ils portent un message, parce qu'ils incarnent quelque chose, vous pensez? Avec le résultat qu'on leur connaît. Je veux dire, à un moment, Zelensky, pour moi, il est toujours humoriste. La mise en scène de cette histoire, je veux dire, moi, je suis un homme de scène. Je n'en peux plus de voir Zelensky, matin, midi et soir, nous expliquer que sa guerre prévaut sur d'autres guerres. Le monde est truffé de conflits. Ce qui choque entre l'Ukraine et la Russie, c'est que c'est des Blancs qui s'affrontent. Pourquoi le conflit au Proche-Orient, et d'ailleurs avec ce qui se passe, est-ce que ça vaudrait moins dans le cœur des gens? La réponse est non, parce que je crois que ce pays qu'est la France a des ressources morales conséquentes. Je pense que tous, on veut un cessez-le-feu immédiat là-bas. Voilà, et en fait, Zelensky, dorénavant, qui a fait le tour du monde pour prendre de l'argent à tout le monde et expliquer que l'Ukraine, l'avenir de l'humanité se joue en Ukraine. Je ne suis pas sûr, moi. Je ne suis pas sûr, je pense que vraiment, pardon, mais je ne suis pas en train de dévaloriser la discussion. Et d'ailleurs, c'est une guerre fratricide entre l'Ukraine et la Russie. Celle qui est au Proche-Orient, c'est peut-être celle qui m'a aussi construit dans mon militantisme et dans ma conception du monde. Elle raconte ce qu'est le dérivé de l'humanité depuis Yalta. Et donc, objectivement, de savoir que l'Occident, aujourd'hui, a construit quelque part ce conflit. Et dorénavant, on nous explique qu'il y a des bons et des méchants. Il y a, je pense, dorénavant, malheureusement, ni bons ni de méchants dans une guerre. Il y a une guerre. Est-ce qu'on a la capacité, par rapport à l'époque, de pouvoir s'engager au point de prendre les armes et de se dire « je vais m'engager là-bas » La réponse est non. C'est toujours facile de donner des leçons de guerre dans son salon en regardant la télé. Donc, objectivement, pour Zelensky, je pense que c'est malvenu. Et pour Beppe Grillo, voilà, quelqu'un qui finit par aller s'associer à l'extrême droite pour pouvoir accéder au pouvoir. Beppe Grillo était un humoriste d'ailleurs, était plutôt un bon humoriste. Je fais le parallèle en vous disant que peut-être qu'à un moment donné, il y a un engagement politique qui fait qu'en France, on a eu Coluche, on a eu aussi un Dieudonné qui s'est engagé au niveau politique. Est-ce qu'à un moment donné,
quand on est humoriste et qu'on s'engage au niveau de la politique, il n'y a pas un pas à franchir. Est-ce que vous n'étiez pas dans cette optique aussi, peut-être? Coluche disait une très belle phrase, j'arrêterai de faire de la politique quand les politiques arrêteront de faire des blagues. Franchement, sincèrement, je crois que le grand piège là-dedans, c'est de finir par croire que celui qui fait des blagues peut créer un programme économique pour un pays. Là, si je vous le dis comme ça à froid, vous réalisez la taille de la... La politique, c'est sérieux, il y a des engagements, il y a des conséquences sur la vie des gens. Et il ne faut pas que ça soit des aventures égotiques. Voilà, je crois qu'il y a un vrai problème là-dessus. D'ailleurs, beaucoup de politiques aujourd'hui, je leur en veux d'être des sortes d'influenceurs, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes et d'hommes politiques qui finissent par faire des TikTok. Ça raconte une époque aussi. Vous voulez parler d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, enfin toute une génération de... Alors pour le président, je ne sais pas. En l'occurrence, je pense que Bardella, il a un TikTok. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de beaucoup recruter dans la jeunesse française. Sur les jeunes, oui. Mais est-ce que Bardella est un homme politique? La réponse est non. Franchement, objectivement, c'est plutôt un mec qui... Ça s'est joué en finale. Soit il faisait les anges de la télé-réalité, ou soit il se retrouvait dans le parti de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir à quel point... il y a une bulle médiatique autour de ce garçon. On verra d'ailleurs ce que donne le procès de l'extrême droite là. Mais si Marine Le Pen n'est pas éligible, je pense qu'on va se tourner vers Bardella et qu'on va découvrir à quel point ce garçon n'a pas de, n'a pas de fond. Mais il rassemble du monde quand même. Il a un électorat, de fait. Ouais, c'est votre avis. Lady Gaga aussi, elle rassemble du monde. Vous pensez que Lady Gaga aurait aussi un électorat? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la tristesse de l'époque. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Dorénavant, on me demande une émission comme Quotidien, analyse plus la forme que le fond. On s'en fout qu'un homme politique y mette 3 fois la même veste de costard et que sa cravate elle soit sale. Ce qu'on demande à un homme politique, ou une femme politique, pardon, c'est leur capacité à faire des choses pour le pays. Voilà, et tout en étant dans une forme de respectabilité. Je pense que la boboisation de nos médias, en disant mais ça, vas-y, en fait la critique permanente du populaire, c'est-à-dire dont je suis issu, dont visiblement vous êtes issu. Oui, j'aime bien voir des films populaires. Excusez-moi, je fais partie de cette France qui aime bien, voilà. Et je pense que cette espèce de pseudo-mépris parisiano-parisien qui se joue sur des arrondissements à un chiffre, finit par transcender l'électorat d'extrême droite qu'on a marginalisé durant des années. Alors qu'en gros, si on les avait concernés, parce que c'est une composante politique de notre pays, je pense qu'on aurait pu déconstruire certaines choses. J'allais dire quasiment la sexualisation de la banlieue avec des Arabes et des Noirs en sueur à la télé, avec la hype, toujours par le prisme du hip-hop, toujours par le prisme de... Qu'est-ce que vous voulez dire par la sexualisation la question de l'homme arabe et de l'homme noir dans les médias, elle est quasiment fantasmée. C'est-à-dire que on ne donne jamais un crédit à quelqu'un qui est normal, issu des quartiers. Je veux dire, à un moment, vous dites tout à l'heure, à moitié en rigolant, la chemise blanche. Oui, on met des chemises blanches, oui. Oui, on fait des grandes études, oui. Et nos vies sont d'une banalité morne. On se réveille le matin, on va à l'école, on éduque nos enfants, on est mariés, voilà. Et toutes ces questions françaises, elles nous traversent de la même manière que le reste de la société. Il s'avère que pour beaucoup d'entre nous, on va à l'église le vendredi quand d'autres vont le dimanche. Mais sinon, à 90%, le reste de la semaine, on a des semaines françaises. On n'est pas content quand l'équipe de France perd, on est content quand ils gagnent. Et encore, j'ai pris là des choses sportives. Mais ce que je veux dire par là, cette espèce de truc où quand un arabe ou un noir, quand vous écoutez France Inter, quand ils reçoivent un arabe ou un noir, c'est toujours miraculeux. Waouh, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. J'ai pas l'impression que ça soit exceptionnel. Vous en faites une exception. Donc on finit par croire que, quelque part, tout ce qu'on fait est exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Oui, vous parlez de fantasmer la banlieue et de l'utilisation des médias d'une certaine image, d'un symbolisme des banlieusards, et de la banlieue et des banlieusards. Est-ce que, quand Emmanuel Macron vous nomme à ce conseil, il y a une forme d'utilisation? Je ne sais pas, je ne pense pas. Malgré vous? Malgré moi, ça voudrait dire... Alors, en général, j'ai du mal à être utilisé, parce qu'il y a quand même la question de savoir si je veux ou pas. Donc à partir du moment où je donne, moi, j'ai pas été forcé. Emmanuel Macron m'a pas envoyé... Mais comme vous dites, Nasrou Othman est mis un peu là en raison de quotas, voilà, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'à un moment donné, se dire je vais utiliser l'aura d'un humoriste issu des banlieues
pour quelque part peut-être caresser une certaine partie de la population dans le sens du poil, de parler un petit peu à ces gens-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'utilisation? Bah, vous tombez bien, alors je vous pose la question, est-ce que quand j'ai été nommé, d'une manière ou d'une autre, ça a changé votre... Mais c'est votre ressenti, du travail qui vous a été donné et du travail et des résultats. Il faut vraiment déconstruire cette notion du conseil présidentiel parce que j'ai l'impression que j'étais dans le narratif, j'étais quelqu'un qui vivait à l'Élysée, pas du tout. Qu'est-ce que le conseil présidentiel des villes? C'était déjà un collectif de 20 personnes issues pour la plupart de la société civile, ce qui justifie, n'en déplaise à l'extrême droite, que quelqu'un de mon profil soit légitime à rentrer. Si c'était par exemple une espèce de conseil où il n'y avait que des techniciens, je pourrais comprendre le côté horrible de la situation. Pas du tout, c'était des gens de la société civile. Parce que la discussion était de dire, il faudrait quand même que des gens qui connaissent cette thématique-là puissent échanger avec clairement des gens qu'on pourrait considérer, et je ne le dis pas dans un sens péjoratif, des technocrates. La banlieue, ça ne s'étudie pas, ça se vit. Ce sont des émotions, ce sont, disons-le aussi, comme dirait Chirac, des bruits, des odeurs. Dans ma bouche, c'est plus sympathique que dans la sienne à l'époque. Mais c'est des rapports, c'est une manière de vivre les choses qui est autre que certains territoires en France. Je ne pousserai pas d'ailleurs jusqu'à la notion qui ferait plaisir à certains de vos spectateurs de dire oui, de la violence, pas du tout. Je connais des coins reculés en France qui sont plus violents que certains quartiers. Par ailleurs, on était 20 et la consultation était trimestrielle, donc vous voyez, ça fait 4 réunions. Et le reste du temps était la capacité à faire remonter des thématiques ou des sujets directement au sein de l'Élysée. Et on a découvert qu'en fait, c'est l'expression que je sors souvent, la banlieue, il y a ceux qui y vivent, il y a ceux qui en vivent. Et la nuance pour moi, et n'a fait que renforcer ma misanthropie, il existe dans notre pays beaucoup de gens qui ne sont pas issus des quartiers, qui ne sont ni militants, ni dans le monde associatif, rien du tout, qui ne sont ni arabes ni noirs. Et je ne dis pas que c'est un sujet qui ne doit appartenir qu'aux arabes et aux noirs, attention, qui en fait reçoivent de l'argent pour gérer ce sujet, avec le résultat que l'on connaît. C'est-à-dire? Bah zéro. Zéro. La banlieue, aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas géré. Pour preuve, il n'y a plus de ministère de la ville. Ça vous passe inaperçu. Et pardon, c'est pas pour vous que je le dis, mais quand on montre la lune à l'idiot, il regarde le doigt. Vous me parlez d'Othman Nasrou. Je veux dire, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comment un pays comme le nôtre a retiré le ministère de la ville. C'est ça qu'il fallait regarder. C'est-à-dire que pour un Othman Nasrou nommé, on enlève un ministère qui devait s'occuper de ce sujet-là. Et qui d'ailleurs l'extrême droite a beaucoup instrumentalisé, parce que, comme vous le voudrez la fable de La Fontaine, le rat des villes, le rat des champs, s'il existe un ministère de la ville, il doit exister un ministère. Alors vous me direz l'agriculture. Non, l'agriculture, c'est l'industrie. C'est un secteur d'activité économique, voilà. Mais c'est pas... Mais il devrait exister un ministère des champs, puisque la corporation qui se suicide le plus ce sont les agriculteurs. Est-ce que je suis issu du monde agricole? Non. Est-ce que j'ai une passion pour l'agriculture? Absolument. Mais évidemment que j'aimerais beaucoup, moi, d'une manière ou d'une autre, pouvoir m'engager dans mon pays pour savoir pourquoi des agriculteurs se suicident. Et je le sais pourquoi. Parce qu'un agriculteur travaille énormément pour un résultat économique qui se décide à Bruxelles, qui va lui dire à combien il doit vendre le litre de lait. Et au lieu de travailler côte à côte, on nous a mis dos à dos. Donc le ministère de la Ville n'existant plus aujourd'hui, ça veut dire qu'on a enlevé le seul ministère qui était apte à peut-être considérer que ces quartiers dorénavant doivent faire partie d'un narratif commun, ce qui n'est pas le cas. Mais comment expliquez-vous la critique qui est souvent faite à ces gouvernements successifs qui... donc c'est une critique qui est faite de l'extrême droite, qui déverse des milliards pour les banlieues sans que rien ne change. Je vous répète. Et où va cet argent? Aujourd'hui, la question des intermédiaires entre une politique et les quartiers, elle est centrale. Pourquoi autant de gens, pourquoi autant d'organismes, pourquoi autant de palabres pour que des associations sur le terrain, il leur manque 10 000 € par an pour pouvoir emmener et s'occuper d'enfants. Dans, par exemple, je vous dis, tout ce qui est périscolaire.
l'école représente assez peu d'heures dans la vie d'un enfant aujourd'hui, en France. Moi qui ai réussi, qui ai eu une ascension sociale fulgurante, j'ai la capacité, j'ai toujours eu la capacité d'occuper mes enfants dans l'extrascolaire. Pour les enfants des quartiers, quand ils sortent de l'école à 16h30, poussons jusqu'à 18h, il reste beaucoup d'heures où cet enfant ne veut pas être exposé à une autre activité. Et elle est centrale. Parce que dans des quartiers en difficulté, où on peut être exposé au trafic de drogue, où ça s'est apaisé, Dieu merci, à des extrémistes religieux ou quoi que ce soit, on expose des enfants à des choses qui peuvent être gravissimes. Et ce temps-là, on doit le rémunérer à des acteurs sociaux sur le terrain. Mais si c'est pour payer des petits déjeuners, comme j'en ai fait au kilomètre, avec des gens à Paris qui me parlaient de la banlieue, qui me disaient, oui, mais vous savez, en banlieue, mais excusez-moi, on est en train de prendre un petit déjeuner dans un hall d'hôtel. Vous dites que cet argent n'arrive jamais en banlieue, finalement. J'ai pas dit que ça n'arrivait pas. Je dis qu'en tout cas, entre le moment où cet argent est décidé par Bercy et au moment où je dis n'importe quoi, Mounir, à la tête de l'association Les Copains d'Aubergenville, va récupérer cet argent, il va y avoir beaucoup d'acteurs qu'on ne connaît même pas, qui vont prendre, mais ce n'est pas du détournement. C'est qu'en fait, la machine administrative, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont compris cet algorithme. Mais moi, je parle d'un sujet qui me touche, qui sont les quartiers. Mais c'est le propre de beaucoup de sujets dans notre pays. En France, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il existe trop d'intermédiaires entre les politiques et les gens qui doivent être concernés par ces politiques. Donc, c'est ça la question qui est centrale. C'est la gestion de l'argent public. Exactement. C'est le problème de tous les... Mais même moi, je suis pour privatiser. Moi, je suis pour, aujourd'hui, qu'on nous facilite l'idée que si je veux réinvestir mon argent sur ces sujets-là, on puisse le faire avec facilité, comme sur le système anglo-saxon. Les gens prennent ça pour un échec en disant « mais non ». C'est la fin d'un modèle, le modèle social français qui était censé... On ne peut pas faire vivre des gens sous perfusion sociale toute leur vie. On ne peut pas expliquer aux gens des quartiers que l'association, c'est l'avenir. Non, c'est super une assoce, mais ça reste une assoce. Okay. C'est-à-dire qu'elle est dépendante des financements extérieurs. La question, je ne dis pas que moi je veux que tous les gens des quartiers deviennent des entrepreneurs émérites, parce que pour un appelé, combien d'élus, comme dit la Bible. Mais la vérité, c'est que je préfère dire à des gens, comme disait Kennedy, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Et c'est pour ça que je suis toujours très heureux de voir des Arabes et des Noirs en uniforme. Vraiment, j'ai une émotion quand je vois un Arabe ou un Noir avec même un blanc de surcroît. Mais en tout cas, quand je vois un Arabe ou un Noir avec un uniforme, ça raconte une histoire de France qui est assez peu médiatisée. Ouais, il y a plein de gens de quartier qui ont mis des uniformes aujourd'hui. Je le redis encore une fois, dans les attentats, il y a un mec qui s'appelle Merabet, qui est achevé par les frères Kouachi d'une balle dans la tête. Et pourquoi ces gens-là seraient moindres? J'ai toujours été frappé par la capacité de l'extrême droite à faire croire que les seules victimes du terrorisme, ce sont les Blancs. Parce que quand il y a eu la promenade des Anglais à Nice, qui est pour moi l'un des attentats qui m'a le plus ce marqué, camion qui a traversé la foule. Qui a traversé avec un camion, il a percuté toute personne qui se trouvait devant son camion, il n'a pas évité les Arabes, voilà. Mais certains médias aujourd'hui ont pour habitude de pouvoir renvoyer les Français face à face. Puisque je ne connais pas le modèle économique ici, j'espère que vous ne recevez pas d'argent de Poutine, mais la capacité aujourd'hui de faire croire que les médias français n'ont pas un calendrier, elle est quand même incroyable. Les médias français ne marchent plus économiquement. Donc soyez ravis, il n'y a pas que vous. Personne ne va bien. Comment on vend de la pub? En faisant de l'audience. Comment on fait de l'audience? En fictionnant notre histoire, qui voudrait une guerre civile. Vous voyez souvent. C'est-à-dire qu'ils ont essayé grand remplacement. Démographiquement, c'est impossible. À part si les gens de notre génération, vous êtes un peu plus jeunes que moi, on faisait comme nos parents, 7-8 enfants. Je pense qu'aujourd'hui, les gens que je connais qui ont plus de 3 enfants, ils sont quand même dans un état physique proche de la mort. Certains vous diraient qu'avec l'immigration en constante augmentation... Parlons d'immigration, les chiffres de l'immigration. D'ailleurs, sur le sujet de l'extrême droite, je voulais vous poser cette question. Pour aller au bout de l'immigration. Il n'y a que Rotaillot qui pense que moi, je dois être concerné par le champ lexical des OQTF. Moi, je suis né en France, j'ai 42 ans de France.
D'accord ? La question de l'immigration aujourd'hui, quand vous entendez la presse, j'ai l'impression qu'il y a des hordes d'Arabes et Noirs qui sont à la frontière, tels les autres dans Game of Thrones, et qu'en fait on est assailli. Pas du tout. On est l'un des pays d'Europe les plus virulents, les plus durs sur la question de l'immigration. D'accord ? Mais je vais vous dire quelque chose. En 2030, on aura besoin, a priori, de quasiment plus de 300 000 immigrés pour notre économie. Et je ne vous parle pas des métiers les plus reluisants. Carole Delga, on parle de cette gauche-là, qui a saoulé. Quand sur un plateau télé, elle vous dit « on a besoin de l'immigration », regardez, qui a fait le ménage sur le plateau ? C'est quelqu'un de gauche, Carole Delga. C'est très intéressant de dire « ah, donc pour vous, l'immigration, ça ne peut être que ça le peut ménage. » être incarné que par... Je vous conseille, je ne l'espère pas pour vous, de ne pas vous faire mal dans les mois, dans les années qui viennent. Parce que si vous vous faites mal, vous allez aux urgences. Qui va vous soigner ? Certainement quelqu'un issu de l'immigration, pour ne pas dire un immigré, qui reste aux urgences et qui soigne même les gens d'extrême droite. Nos urgences, même le fait d'être médecin aux urgences est devenu un métier précaire que prennent les Arabes et les Noirs. Même, je vais vous dire, la question chrétienne, elle est aussi sauvée dorénavant par la question de l'immigration. Combien on a de curés aujourd'hui dans des églises désertées qui viennent d'un pays chrétien, qui viennent du Cameroun, qui viennent du Congo, qu'on retrouve dans des églises un peu partout. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est facile de le dire chez vous, je ne vais plus sur les plateaux télé pour enfoncer des portes ouvertes. Si vous voulez raconter que la France est un pays qui vit dans le chaos, la peur et quelque part la tétanie, moi je ne suis pas le bon interlocuteur, parce que ce n'est pas vrai. D'accord. Et vous parliez donc de la montée de l'extrême droite à travers ces peurs que les médias et les politiques ont tendance à accentuer. Et vous parliez aussi de Jordan Bardella qui incarne donc cette droite, lui aussi issu de banlieue. Cette extrême droite. De cette extrême droite, lui aussi issu de banlieue. Et ça pose cette question aussi de la légitimité de parler de la banlieue. Lui étant même issu de banlieue, quelle légitimité vous avez en plus par rapport à lui, ou qu'est-ce qui expliquerait que lui ne pourrait pas parler de banlieue? Jordan Bardella, c'est un fait divers qui parle. D'accord? C'est juste ça. C'est la page 3 du Parisien qui a pris de la place. Je regardais tout à l'heure, je suis passé dans vos locaux, je regardais la couverture sur Lola. Je pourrais vous parler de Philippines. Notre capacité à prendre un fait divers et en faire un fait majeur a déstabilisé notre société. D'accord? Pourquoi? Aussi atroce que ça puisse paraître, s'il y avait beaucoup de faits divers de ce type-là, je serais le premier à m'en inquiéter. La vérité, c'est que ce sont, encore une fois, des faits divers, aussi dramatiques soient-ils, aussi tristes soient-ils. Évidemment, pour de multiples raisons, j'apporte toute mon affection et vraiment toute ma solidarité aux parents de gens qui ont perdu des enfants dans ces conditions atroces. Que ça devienne la question de « Ah, regardez, ce sont des méchants arabes qui tuent des femmes blanches », c'est là où nous on intervient, les humoristes, c'est là où on intervient, nous, quelque part, le côté raisonnable de cette société. C'est d'ailleurs, ça raconte une société quand des humoristes finissent par être plus raisonnables que les politiques. Jordan Bardella n'a pas de talent politique. Je le répète chez vous, il va falloir à un moment commencer à l'accepter. Est-ce que c'est un garçon qui a un talent politique? La réponse est non. C'est un garçon qui présente bien, qui raconte un imaginaire de gens de couleur blanche qui ont eu, soit, et c'est malheureux, une histoire, une altercation, une humiliation liée à des gens issus de l'immigration. Et que ça, c'est peut-être ce qu'on a trop longtemps laissé faire en France. C'est-à-dire qu'on a laissé croire que des petits rebeux, des petits renois, qu'on appelle affectueusement des Kairas, pouvaient se permettre ce genre de choses à l'égard de gens, je ne connais pas le passif de Jordan Bardella, mais de blancs qui finissent par intérioriser ça, qui finissent par se dire « j'ai été humilié, franchement. Et un jour, je vais convertir ça en politique. » C'est ça le raisonnement. Évidemment, et on le ressent d'ailleurs, c'est assez intéressant, je peux le dire chez vous, je veux que les choses elles soient très claires. Nous-mêmes, gens issus de l'immigration, nous-mêmes, gens issus des quartiers,
nous n'aimons pas le comportement des Caïras. S'il faut le dire publiquement, je le dis chez vous, parce qu'il y a une espèce de discours qui laisserait croire que nous, on est complices ou soutien. Du fait d'être né dans un certain lieu, de valider le comportement. Pas du tout. Et plus je vieillis, et moins c'est le cas. Parce que j'aime quand un mec arrive en quad et que je suis en terrasse l'été et qui fait du bruit, je ne supporte pas ce manque de civisme. On a mis beaucoup de temps, et je pense que l'humour français va, dorénavant, notamment des gens de mon profil, on va commencer à déconstruire cette idée que le manque de civisme, le manque d'éducation, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, ont des conséquences effroyables aujourd'hui. Quand je ne prends pas le métro pour des raisons, de taxi, mais quand je monte dans le métro, j'ai toujours peur que l'incivilité vienne d'un arabe ou un noir. Parce que je vois dans le regard des gens qui se disent, bah évidemment. Évidemment. Aujourd'hui, je le vois au Maroc, ce qui s'est passé cet été est très intéressant. La ville de Marrakech a reçu un quota un peu plus élevé que d'habitude de Caïra. Quad, moto, location de voitures, bref. Et il y a eu beaucoup d'incivilité, il y a eu beaucoup de micro-phénomènes, voilà. Et tout l'été, ça a tourné sur les réseaux. Et d'ailleurs, j'ai changé ma destination de vacances, parce que je ne veux pas aller dans un endroit où je vais me taper des Caïras relous, jeunes néanmoins, parce que j'ai 42 ans. Ça a fait polémique d'ailleurs, et c'est monté... Ça a fait polémique. Le Maroc a réglé le problème en 3 jours. Fin. C'est comme disait Jean-Yann, l'alcool tue sur les routes, supprimons les routes. Il y a un problème de quad, on arrête les quads. Il y a un problème de motocross, on arrête la motocross. Sans débat, sans oui, mais c'est la liberté. Non, non. Quand ta liberté, elle commence à agresser la mienne, c'est que ça va pas. Voilà. Et dorénavant, il y a toute une gauche qui voudrait expliquer que, mais il faut comprendre, attends, je comprends pas, déjà, toi, t'es pas concerné. Et moi-même, je viens du même quartier que le mec qui a le quad. Pourquoi lui, tu te dirais, il a le droit, et que moi, si je montais sur un quad, mon père, il m'aurait mis des tartes dans la gueule. D'ailleurs, je pense encore aujourd'hui que si je montais sur un quad, mon père, malgré mon âge et ma paternité, il s'en prendrait à moi. Parce que tout est lié à un phénomène qu'on a laissé croire que la gauche maîtrisait, qui est l'éducation. Je connais des gens dans des cités précaires, dont les enfants sont d'une éducation irréprochable. La cité, elle est insalubre, on ouvre la porte chez eux, c'est magnifique, c'est propre. C'est cette France-là que moi, dorénavant, je revendique. Je ne me mettrai pas dans la main de quelques Caïras, de quelques gens mal élevés. Je fais partie d'une majorité de Français qui sont issus de ces quartiers, qui sont des gens qui sont bien élevés, qui savent dire merci, au revoir. Voilà. Quand je rentre aujourd'hui dans un EHPAD et que je vois que ce sont des Arabes et des Noirs qui s'occupent de petits vieux, qui sont des mouroirs où les enfants viennent même pas les... Et que je vois des Arabes et des Noirs qui prennent soin des vieux, voilà, qui prennent soin d'eux, où c'est des gens qu'on laisse. Subitement, la France s'est réveillée durant le Covid en disant oh, les maisons de retraite. Oui, mais c'est toi qui as laissé ta mamie. Durant 2 ans, tu n'es pas venu la voir. Et là, subitement, parce qu'il y a un virus et qu'elle va pas bien, tu veux aller la voir, peut-être pour aussi discuter à qui elle laisse l'appartement. Mais le quotidien de cette petite dame, il est fait de rebeux et de renois, de gens d'antillais, qui sont aujourd'hui, qui s'occupent de ces gens-là. C'est pour ça que je me permets de vous le dire ici. Il est temps que aussi les Arabes et Noirs de ce pays tapent du poing en disant « personne ne parle à notre place ». Et deuxièmement, aucun parti politique ne peut revendiquer le fait que nous leur appartenons. Ce qui est le cas d'ailleurs actuellement. Donc ni gauche, ni droite. Non. Vous critiquez beaucoup le fait que la gauche donc, ait un petit peu installé les personnes issues de banlieue dans un rôle précis de Français issus de l'immigration et qui finalement ne s'incarnent que par leurs origines. Excusez-moi, Mélenchon. Parce que vous ne voulez pas nommer les choses, on va donner des noms. Mélenchon, c'est mon père, moi. C'est qui Mélenchon? Qu'est-ce qu'il a fait, Mélenchon? C'était un sujet pour lui, l'immigration, le racisme, il y a 20 ans, quand il était au PS? Ben non, parce que le PS, c'est une machine à broyer les Arabes et les Noirs. C'est ça la vérité. Si Obama, il était né en France, il serait toujours à la machine à café. Hein.
Donc aujourd'hui, la question de Mélenchon avec les Arabes et les Noirs, que les choses soient très claires. Et jusqu'à mon dernier souffle, je le dirai. Moi, c'est pas un berger, nous des moutons. Je vais vous donner un exemple plutôt simple. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, qui est un livre qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, exceptionnel. Je vous explique. La plupart des Arabes et des Noirs qui quittent le pays, ils ne vont pas soutenir Maduro. Ils vont à Dubaï. Parce qu'aujourd'hui, la question de la défiance du capital, c'est des gens comme Mélenchon qui a un patrimoine immobilier à 3 millions d'euros qui veulent la percuter. La plupart des Arabes et des Noirs, on est step one. Hein. C'est quoi? Primo-accédant. Ça vient d'arriver chez nous. Hein. Il y a de plus en plus de propriétaires. Et deuxièmement, avoir accès à quelque chose qui nous permette d'équilibrer toute notre famille. Démographiquement, il va se passer beaucoup de choses en France. Les Arabes et les Noirs ne mettent pas leurs parents dans les maisons de retraite. Certains le font pour des raisons médicales et autres. Mais la question qui va venir prochainement, c'est est-ce qu'on va dupliquer le modèle du pays, à savoir est-ce qu'on met nos parents avec nous chez nous? C'est ce qui se fait au bled. Au bled, les parents restent et tout le monde... Moi, j'ai des copains qui commencent à le faire. Alors, c'est marrant parce qu'ils le font à la française. Mais ça nécessite beaucoup d'argent d'avoir une maison avec 4, 5 chambres. Voilà. La question démographique, aucune émission ne peut parce qu'ils n'ont pas d'Arabes et Noirs sur le plateau, mais les va-et-vient incessants de nos parents qui deviennent des hôtesses de l'air en partant au bled. Je ne sais pas où vous en êtes votre famille, mais moi, mes parents, ils n'ont pas décidé de s'installer au bled. Ils font la navette. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait des petits-enfants ici. Et ils font 3 mois au bled, puis ils reviennent 2 mois ici, puis ils repartent. Tout ça, sociologiquement, ça doit s'analyser par des chercheurs. Il y a une réalité économique qui contredit tout le discours politique. Mais bien sûr, mais je ne connais pas plus consumériste que les Arabes et les Noirs. Vraiment, je ne connais pas une communauté qui consomme plus que nous. Vraiment, je pense qu'on fait péter des records. Pour preuve, le boycott des SFR a eu des séquelles quand même assez conséquentes pour Patrick Drahi. Alors, ça inquiète tout le monde parce que la notion de boycott dorénavant est ancrée dans beaucoup de Français de confession musulmane. Mais parce que c'est la seule manière de se faire respecter dans ce pays. Donc, la question, elle est simple. BFM TV, I24, traitement du conflit israélo-palestinien de manière totalement unilatérale. C'était éprouvant il y a 1 an. Effectivement. Et ça se termine par quoi? Qu'est-ce qu'il a d'autre, Drahi? Il a SFR, on boycotte SFR. Alors, sur cette question-là, justement, de la religion, il y a une polémique autour de vos rapports avec le CCIF et le fait que cette association, cette fondation, ait été ensuite interdite par Darmanin, si je ne dis pas de bêtises. Quels étaient vos rapports et comment expliquer cette polémique avec le CCIF? Alors, je veux bien vous répondre parce que je n'y réponds plus. Je n'ai jamais été dans le CCIF. J'ai été convié à une soirée que j'ai animée il y a maintenant Belle Lurette, qui a fait office d'un papier sur le site Slate qui racontait la soirée. Je n'ai plus eu d'événements communs avec le CCIF. Le CCIF ensuite a eu sa vie, comme vous le dites, avec des polémiques, une dissolution. Et moi, on a voulu me ramener à ça. C'est la politique, c'est comme ça, en disant, voilà. Moi, Yassine Baatar, j'ai toujours eu un double calendrier. J'étais frère musulman, j'étais dans le CCIF, j'ai toujours... Quand je suis dans quelque chose, je le dis. Je n'ai pas de problème avec ça. En attendant, la question, elle n'est pas de savoir quel est mon rapport avec le CCIF, parce que je n'en ai aucun. Je ne vais pas vous dire, parce que c'est le cas de beaucoup de médias, c'est-à-dire qu'un Arabe et Noir doit parler mal des autres Arabes et Noirs pour avoir un blanc-seing, sans mauvais jeu de mots. Le CCIF a eu un conflit avec Darmanin. Est-ce que je trouve que c'était logique de les dissoudre? Je ne suis pas partisan de dissoudre tout et n'importe quoi à longueur de temps. D'ailleurs, ça avait donné quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on dissout le CCIF et après, ou avant, on dissout une association d'extrême droite. Par conséquent, on part du principe que le CCIF, à sa manière, est d'extrême droite aussi. Donc c'est un prêté pour un rendu. Des radicalismes, des formes de radicalisme qu'on essaye que le ministère de l'Intérieur, en tout cas, a essayé de... Oui, mais c'est en cela que c'est dangereux. Interdire. Sans rentrer dans les détails du CCIF, parce que je ne suis pas au courant
de ce qu'a été le CCIF après, j'ose croire que, puisque c'est monté jusqu'au Conseil d'État, qu'il y avait des preuves qui amenaient la dissolution et compagnie. La vérité, c'est que c'est pas pampant sur les doigts. Il y a des gens l'association qui avait dissoute, je crois que c'était l'autre, l'influenceuse raciste, la Thaïs machin là. Thaïs Descuffant. Vous parlez de Thaïs Descuffant, oui. Qui faisait partie de ce truc où ils allaient chasser des immigrés dans les Alpes. Enfin, je veux dire, j'ai oublié le nom, pardon. Là, il y a clairement quelque chose qui peut être discuté par les lois et compagnie. Si le CCIF a fait des choses de la même envergure, ben, j'imagine et j'espère pour Gérald Darmanin qu'il en a les preuves. Mais quand on ferme quelque chose de manière arbitraire, un peu à la Minority Report, par exemple, là ils n'ont pas, mais... De manière préventive, vous voulez dire. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que tout musulman n'est pas un citoyen, mais suspect. Un potentiel, vous voulez dire, radicalisé. C'est-à-dire c'est Tom Cruise qui va venir chez vous et qui vous dit « Attention, parce que dans 2 ans, vous... » Voilà. Moi, j'ai travaillé, je n'ai pas été payé d'ailleurs, mais j'ai fait une soirée de gala pour le CCIF, qui a été filmée, qui a été traitée médiatiquement. Et si vous voulez, quand on est propre, qu'après je subisse des attaques racistes d'un autre monde, parce que croyez-moi, quand j'ai appris que j'étais à la tête des frères musulmans, j'étais ravi, puisque j'en ai jamais vu de ma vie. C'est quand même important. Donc, mais tout ça fait partie d'une ignorance crasseuse de la part des gens d'extrême droite, qui va jusqu'au printemps républicain. Parce qu'aujourd'hui, le problème d'un musulman qui a une voix publique comme moi, et c'est pour ça que j'ai pris du recul, c'est qu'en fait, il est attaqué de toutes parts. Je suis attaqué par l'extrême droite, mais j'allais vous dire, c'est convenu. La droite m'attaque aussi, mais la gauche veut m'éduquer encore. Moi, j'ai 42 ans, puis la gauche, il m'explique que les femmes voilées, c'est pas bien, par exemple. Que le féminisme, c'est génial, mais les femmes voilées, elles savent pas que c'est pas le même féminisme. Voilà. Une forme de paternalisme sur... Mais je vais vous dire, je trouve que la condescendance est plus horrible que le racisme. Au moins, le racisme, je sais qu'on m'aime pas. La condescendance, c'est de savoir que dans le regard de l'autre, je me sens inférieur. Vous l'avez déjà vécu, vous avez l'air d'être un journaliste qui va faire une belle carrière, je l'espère. Mais souvent, vous croiserez des regards comme moi où, dans ma construction, on vous regardera sur le front. On ne vous regarde pas dans les yeux. Parce que ce petit regard sur votre front, ça vous permet juste de dire à votre interlocuteur, pas beaucoup, hein, mais je suis un peu plus civilisé que toi. On l'a vu à travers l'entretien et même votre parcours, vous êtes coutumé d'un humour corrosif, voire polémique, et de certaines citations aussi qu'on vous a reprochées, notamment « Je ne suis ni Charlie ni Nice ». Est-ce que forcément dans l'humour ou dans la parole d'un humoriste, on doit être transgressif? Et ça, je ferai le parallèle avec un Dieudonné, par exemple. C'est très gentil de me comparer à Dark Vador. Si je puis me permettre dans cet entretien, j'aimerais que vous puissiez citer ma phrase dans sa globalité. Allez. C'est pas Twitter, vous avez le droit à un nombre de caractères assez important. Je suis ni Nice, ni Charlie, parce que je suis français. C'est plus puissant que... Vous voyez, on donne même un cours médiatique aux gens qui nous regardent. Je suis français, moi. Quand il y a un deuil sur mon territoire, ça m'affecte. Je ne vais pas être un homme... C'est pas des franchises, les attentats. C'est pas... Ah, je suis Charlie. Oui, géographiquement, j'ai un rapport autre avec les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan. Pourquoi? Parce que je suis parisien. Parce que je suis un homme de théâtre et qu'on a attaqué un théâtre. Je suis un humoriste. On a attaqué Charlie. Est-ce que j'aime bien Charlie Hebdo? Pas du tout. Je l'ai même dit à Charb avant qu'il ne disparaisse. J'avais dit que j'aimais pas la ligne éditoriale de Charlie. Je trouve ça assez beauf. Et même beauf, puisque je travaille avec quelqu'un qui est dorénavant le beauf préféré des Français. Même beauf, c'est pas drôle, quoi. Mais parce que je suis voltairien, évidemment que je me battrai pour que Charlie fasse leur caricature. Mais ça m'a touché qu'on puisse s'attaquer à des humoristes, même avec qui je suis en désaccord.
Donc évidemment que les attentats à Paris ont retenti en moi différemment. C'est pour ça que j'avais donné accès à mon spectacle gratuitement. Et d'ailleurs, j'étais complet. La preuve que les Français, quand c'est gratuit, ils n'ont pas peur. Les attentats de Nice, j'ai été touché d'une autre manière. Je suis père de famille, c'est la fête nationale, il y a un feu d'artifice. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais évidemment, quand on a des enfants, de manière encore plus poussée, on fait un transfert. Je ne supporte plus ces slogans de dire « je suis ci, je suis ça ». Les amis, ça touche des gens avec qui on était à l'école, avec qui on bosse, des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Juifs. Ça voudrait dire qu'à un moment, je dois tout le temps dire « oui, oui, je vais venir manifester avec vous ». Non, je ne supporte pas l'idée qu'on ait pu attaquer notre pays de cette manière-là. Et parce que je suis musulman, je suis encore plus attristé que des gens utilisaient mon culte pour faire ces atrocités-là. Donc, si vous voulez, moi, je pourrais vous dire, oui, mais il y a des Français qui sont touchés que par une ou deux manières. Moi, j'ai été touché par... Et on est en 2024, ça va faire quasiment 10 ans, je ne me remets toujours pas des attentats. Je ne vais pas vous dire que j'y pense tout le temps. Mais évidemment, ça a fracturé notre société. Des gens incompétents comme Valls en ont profité pour en faire l'estrade de leur incompétence. Mais ce pays a des ressources morales que les politiques ne peuvent pas toucher, ne peuvent pas comprendre. C'est ça la magie de la France. Évidemment, comment on passe d'un pays qui à un moment plébiscite les policiers durant 2015 à leur faire des câlins dans la rue, et que soudainement on tombe dans la corporation qui vote le plus extrême droite, c'est la police. C'est un pays qui à un moment a ses contrariétés, sa complexité. Est-ce qu'on est là pour l'analyser? Oui, évidemment. Et je ne suis pas, moi, dans la gauche bisounours qui va vous dire oh, « vous allez voir, un jour, on fera des rondes et on se dira tout ça est derrière nous ». Non. La question, c'est que c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Est-ce qu'on va redevenir le pays qu'on a pu être? La réponse est non. Et ça, il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui ne veulent pas l'entendre. Bah, bien évidemment que non. Évidemment que non. Aujourd'hui, le lien que nous avons avec la police française doit se reconstruire. C'est pas possible pour moi d'aller manifester, bien évidemment, je vous le redis. Oui, je suis Naël. Oui, bah oui, évidemment. La mort de cet enfant m'a beaucoup affecté. Le traitement médiatique m'a dégoûté. Mais j'ai pas envie, moi, parce que je sais, à chaque fois, je le dis, on perdra toujours la bagarre face aux policiers. Parce qu'ils sont armés et pas nous. Parce qu'un policier, aujourd'hui, est aussi quelqu'un qui peut avoir une dérive. Et j'espère qu'un jour, j'aurai une discussion avec des policiers sans corporatisme exigu, et que des policiers me diront, c'est vrai que chez nous, il y a des gens, ils font un peu n'importe quoi. Mais je ne vais pas vous mentir et vous dire, ah, la police, c'est très facile d'être racoleur et de vous faire croire que je suis un artiste qui est là dans les meetings du NFP en disant, ah, vous savez, tous les flics, ils sont pourris. C'est pas vrai. J'en ai vu 3 hier, ils se sont arrêtés en voiture à côté de moi, ils ont baissé leur fenêtre, ils ont dit, ça va, monsieur Bellatar? J'ai dit, et vous, ça va? C'était pas trop dur, les JO? Si, c'était un peu dur, bonne journée. Sans... Mais je ne vais pas passer ma vie, moi, à raconter des choses qui sont, je le redis, d'une banalité hors norme. Et Mélenchon, en cela, est un homme à qui j'en veux parce qu'il est plus intelligent que son discours. C'est assez rare. Hein. Mais quand il prend la cause palestinienne pour en faire un fondement politique, il ne mesure pas les conséquences. Il ne mesure pas les conséquences. Parce que si ça finit mal, lui, il s'appelle Jean-Luc à la fin de la journée. Moi, je m'appelle Yacine. Vous considérez qu'il instrumentalise... J'irai pas jusque-là parce que ça voudrait dire que les Arabes et les Noirs, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un bétail géant. Non. Je peux comprendre que beaucoup de gens de confession musulmane vivent mal ce qui se passe, et moi le premier. Est-ce que Netanyahou est un criminel? Absolument. Indéniablement. Quand quelqu'un finit par insulter l'ONU, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que la France a réglé son histoire avec l'antisémitisme? Pas du tout. Pas du tout. Ce pays, alors que les Arabes et les Noirs étaient encore dans leur pays d'origine, a fait quelque chose à la communauté juive que peu de pays ont fait. C'est-à-dire donner des femmes et des enfants. Il ne faut pas oublier que les nazis demandaient les hommes. Et la France, dans son système, a rajouté. Les gens qui ont fait ce genre de choses, comme Papon, sont morts avec leur Légion d'honneur. Contrairement aux États-Unis, et je ne plébiscite pas les Américains, puisque c'est un pays, disons-le, assez jeune par rapport à nous, la France ne veut pas affronter son histoire, quelle qu'elle soit. Et sans rentrer dans des discours très primaires en disant « Ah, la colonisation », non, vous ne pouvez pas dire que la colonisation, ça a aidé l'Afrique. C'est-à-dire que l'homme le plus riche de tous les temps est un Malien qui s'appelle Mansa Moussa,
Ça remonte au Moyen-Âge. Peu importe. Pourquoi? Parce que l'Occident a le droit de parler de sa période du Moyen-Âge et l'Afrique n'a pas le droit de revendiquer. Quand vous parliez de colonisation, en particulier la colonisation française, certains pouvaient vous répondre aussi, ça a permis peut-être à construire des infrastructures, donc il y a aussi une partie de la colonisation qui a apporté une certaine peut-être forme d'économie, qui a développé certains centres... Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Oui, si tu es mon ami, tu me donnes pas du poisson, tu m'apprends à pêcher. Bien sûr. Monsieur, si je puis me permettre, les pays qui colonisaient avaient un intérêt avant tout de ressources. C'était de l'impérialisme. Bien évidemment, la France n'a jamais été aussi riche que quand son grenier s'appelait l'Afrique. La France a une surface, l'un des pays les plus petits au monde, l'un des plus petits pays, l'une des puissances mondiales les plus petites, qui a une puissance maritime quasiment inégalée. Ça, c'est grâce à quoi? Grâce aux Antilles. La réalité aujourd'hui, c'est que l'Occident a réussi sa fortune sur une histoire qui n'a pas toujours été noble. Aujourd'hui, l'iPhone que vous avez dans votre poche, que j'espère jamais on nous fera exploser, a des ressources et du lithium. Des terres rares issues d'un conflit au Congo. De l'exploitation, voilà. D'accord. Afrique centrale, Congo. Oui. Si on boycotte Apple, bizarrement, eux, ils vont appeler le président du Congo dans l'heure. Mais je ne crois pas que l'être humain, de ce côté de la Méditerranée que nous sommes, soit prêt à se couper de son iPhone pour une cause aussi noble que la fin du génocide congolais. Parce que je vous donne un exemple plutôt simple. On est tous, quelque part, on a tous une échelle de jugement intéressée. C'est-à-dire, pour les Blancs d'extrême droite, le conflit en Ukraine est plus important que le conflit israélo-palestinien. Il y a un deux poids, deux mesures. Oui. Mais les Arabes, le conflit israélo-palestinien est plus important que le congolais. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, les trois, si je les fais partir au même niveau, ce n'est pas les mêmes conséquences, c'est pas... Mais néanmoins, ce qui s'est passé au Congo me pétrifie. Donc, finir par dire, comme vous le dites, et vous êtes pourtant un produit de cette immigration... Alors, c'est pas ce que je dis, hein. C'est aussi c'est un discours... c'est un discours, aussi, oui, mais les discours sont faits pour être, voilà. je l'espère en tout cas, débattus, mais j'ai pas l'impression que si la France n'était pas venue au Maroc, il n'y aurait pas de route. Oui, il y a des villes au Maroc qui portent le fruit du passage des Français ou des Espagnols. C'est un métissage qui a été fait... oui, mais à commencer par... Comme l'histoire est... Oui, mais quand on va dans une ville impériale comme Fès, je crois que la ville, première fac au monde, première faculté de l'histoire de l'humanité à Fès, si mes souvenirs sont bons, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans des pays qui avaient déjà une histoire. Mais finir par dire, comme le fait notre cher ministre de l'Intérieur en disant « sans nous, ils n'auraient pas eu l'eau potable ». C'est ça le malheur en fait de ce pays, dorénavant, qu'est la France. C'est que des voix comme celle-ci puissent prétendre qu'il y a encore un vainqueur et un vaincu. Oui, ce que vous disiez au début, justement, c'est d'assumer cette histoire et de comprendre aussi qu'il y a une histoire avant même... excusez-moi, je vous pose une question. En principe, c'est à moi de les poser. Absolument. Et après, on va conclure parce que... je vous prends le cas. Bien sûr. On est deux produits issus de l'immigration. D'accord? Oui. Vous êtes pas nés ici par hasard. Vos parents ont dû grandir durant une période de colonisation où les Français leur disaient « nous, c'est merveilleux. Vous savez, nous, notre pays, il est merveilleux. » Ah bon? Vos parents se sont dit « tiens, on va venir voir. » Puis, ils ne sont pas venus dans un radeau, comme c'est le cas en ce moment de l'histoire, parce qu'on parle de l'immigration d'aujourd'hui. Il faut oublier que ceux qui arrivent aujourd'hui, ils arrivent dans des conditions, déjà, on a les miraculés. Le tombeau à ciel ouvert s'appelle la mer Méditerranée. La Méditerranée. D'accord. Vos parents, les miens, on les a appelés parce qu'il y avait du boulot en France. De surcroît, je vais vous dire, c'est assez ironique, c'était parce qu'il fallait construire des routes.
Quand on vous dit oui, mais on a construit des routes au bled. Oui, mais mon père aussi, il est venu ici, il a construit des routes. Vous pensez qu'il y a toute une classe politique qui néglige justement toute cette histoire Mais il n'y a pas une infrastructure de ce pays, la France, depuis 1970, qui n'ait pas été construite par quelqu'un qui ressemble à nos parents. C'est simple. Et je ne vous parle même pas du ménage, je ne vous parle même pas tout ça, mais ça fait partie d'une période. Sauf qu'une partie de la France, dont certaines personnes dans ce gouvernement, ils ont vu nos parents débarquer. C'est le cas de Rotaillot, il a dû voir des Arabes et des Noirs dans les années 70. Et ils étaient à son service. Sauf que ces gens-là ont fait des enfants. Ils nous ont éduqués dans des conditions pas toujours très optimales. Mais on a transcendé, nous, notre narratif. On a fait des études. Et dorénavant, les enfants de ces gens-là disent « Je suis français, je suis médecin ». Mais il y a des mecs, en face, c'est erreur 404. Ils disent « Mais par où t'es passé ?» Ben, c'est simple. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, vous ne nous connaissez pas encore. On vit côte à côte, on ne vit pas ensemble. Quand vous allez rentrer dans nos salons et comprendre nos histoires, il n'y a que des Victor Hugo. Il y a beaucoup de vies romanesques. Je connais des familles où l'un des frères a été dealer et l'autre est devenu ingénieur. Non mais ça nécessite, j'espère que Danny Boone en fera un film un jour, mais ça nécessite quand même de s'asseoir en disant, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il y en a un, il voulait, l'autre, il ne voulait pas. Il y en a un, il a pris la facilité, l'autre, il a pris, et c'était difficile. Et évidemment, quand le grand frère, il est ingénieur, il va chercher un boulot et il reçoit « Nous avons pris acte de votre candidature » et qu'il revient dans un lit superposé, il a fait bac+6, et que son frère qui vend du shit, il lui dit « Bah alors, je croyais qu'il fallait aller à l'école, tout ça. » L'ascenseur social est bloqué. Mais il n'est pas tant bloqué, je me pose la question de savoir s'il a déjà existé. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est notion, et je reviens sur cette gauche de dire qu'il est miraculeux, on finit par concevoir que le miracle est la norme. Moi, je vis dans un pays qui m'a toujours éduqué dans l'égalité des chances. Je trouve qu'on a un pays formidable. Je trouve que notre pays, la France, il n'y a rien à redire. Il y a plein de choses à discuter, il y a plein de choses à percuter. Mais souvent, on me dit « Ouais, mais toi, tu ne veux pas affronter le système. » Ben non, je veux en faire partie. Donc c'est ça la nuance. Je n'ai pas du tout envie. Je trouve que notre pays, mais il y a plein de choses que je veux. Je veux que quand un petit Naël, il meurt, on ait autant de tristesse et d'affection que si un enfant blanc était tué dans un beau quartier. Voilà. J'aimerais qu'on finisse cet entretien en parlant à la fois d'humour et un petit peu aussi forcément de politique et de liberté d'expression. Et je vais vous parler d'une personne que vous avez citée, aussi issue de l'immigration, Manuel Valls, qui avait interdit en son temps un spectacle de Dieudonné. Plus récemment, on a eu l'affaire Guillaume Meurice, qui a fait une blague donc, sur Netanyahou et qui a été remercié de l'antenne. Où en est aujourd'hui la liberté d'expression en France ? Bah, il existe deux choses. Tout à l'heure, vous disiez que je faisais des blagues polémiques. Une blague n'est jamais à côté du mot polémique. Parce que c'est une blague. Il faut que ce soit polémique. Non, c'est pas il faut. Bon, il existe des humoristes qui ont plus la capacité à choquer que faire rire. Mais ça, je trouve que Twitter les met indéniablement au chômage. Vous voyez bien sur Twitter, c'est la cour des miracles. Il y a des mecs qui écrivent des trucs... Mais l'humour, c'est un travail d'orfèvre. Donc l'équilibre entre la blague qui touche, juste, voilà, c'est vraiment de l'escrime. Quand c'est marrant, c'est marrant. Moi-même, quand on fait des blagues sur moi, si c'est drôle, c'est drôle. Il n'y a pas de vexation à avoir. Vous prenez deux cas qui n'ont rien à voir, mais Dieudonné, en l'occurrence, il faut le dire, hein, le sketch qu'il a fait chez Fogiel n'est pas marrant. Ça, c'est factuel. Quand on revoit le sketch aujourd'hui, c'est juste... c'est un raté, ça arrive. Hein, C'était un sketch antisémite ? Non, mais alors, moi je fais partie des Français où le mot antisémite a son importance. Je sais qu'il y en a plein dorénavant. Mais il a été qualifié de sketch antisémite. Non, mais c'est pas parce qu'il est qualifié qu'on devait le disqualifier. Le gros problème du cas Dieudonné, c'est que s'il n'était pas marrant, ça ne nous aurait pas porté préjudice. C'est que Dieudonné, à cette époque-là, est l'humoriste le plus puissant de ce qu'a connu la France ces 20 dernières années. Vous parliez de Coluche et compagnie, mais Dieudonné sur un spectacle mythique comme Le Divorce de Patrick, mythique. Quand vous voyez le spectacle Le Divorce de Patrick, il n'y a pas une virgule qui ne soit pas marrant, tout est exceptionnel. Mais ça avait pris une envergure assez folle. Et d'ailleurs, Fogiel va sortir une semaine après
un message. L'affaire du SMS, dans laquelle il sera condamné justement pour racisme. Où il s'en prend au noir. Mais lui, il n'est pas humoriste. Fogiel, et après, il est devenu patron de BFM, avec le résultat que vous connaissez. Hein. C'est-à-dire que Fogiel est parti de la même ligne de départ que Dieudonné, c'est-à-dire que le sketch de Dieudonné a pu offenser des gens de la communauté juive. Certes, est-ce que ça a pris une ampleur dont jamais l'humour français ne s'est remis? Absolument. Puisque ce sketch a 20 ans, et encore aujourd'hui, quel âge vous avez? 29 ans. Voilà. Vous aviez 9 ans quand il avait le sketch. Est-ce que c'est normal que quelqu'un de 20 ans après de votre âge m'en parle? Ben non. Il y a eu plein d'autres sketchs, hein. Il y a eu plein de sketchs ratés depuis. Mais celui-ci, c'est l'an zéro de faut pas faire des vannes sur les juifs. Tu sais pourquoi? Parce que ça brise des carrières. Pas du tout. Moi, je vanne les juifs à longueur de temps dans mon podcast. J'ai jamais eu un juif qui m'a appelé en disant ouais. Parce qu'à un moment, quand c'est drôle, c'est drôle. Là, c'était pas drôle. Dieudonné a pris ce sketch et a bâti une partie de sa carrière sur ce narratif-là. Est-ce une bonne idée? Je peux me permettre de vous le dire ici. Je ne dirais pas que Dieudonné est un confrère, parce que je fais partie de cette génération quand même qui a été inspirée par le travail de Dieudonné. Mais je lui ai déjà dit, donc je peux vous le répéter ici, je pense qu'il aurait pu donner une autre tournure. Évidemment, il aurait pu donner une autre tournure. Est-ce que la communauté juive à l'époque aurait pu amoindrir l'ampleur de l'histoire? Je pense aussi, mais ce n'a pas été le cas. Je n'ai pas la machine à remonter le temps, sinon j'irai chercher les chiffres du loto. Ensuite, Dieudonné aujourd'hui a inspiré. La plupart des humoristes que vous voyez s'ils ne le disent pas publiquement, sont inspirés par Dieudonné, pour beaucoup. Pour le cas, j'ai l'impression d'être au conseil de classe, pour Guillaume Meurice, qui est un très bon humoriste, je pense qu'une partie de la communauté juive, qu'on peut considérer d'extrême droite, est allée trop loin sur la blague. Guillaume, la blague, elle est marrante. Vous pouvez dire, ça me plaît pas. Vous pouvez dire, je trouve ci, je trouve ça. Il y a pas de... Je vous dis, moi, tous mes collègues humoristes, à partir du moment où ils le disent dans un cadre où ils sont humoristes sur scène, ils ont le droit. Et vraiment, je les défendrai. Si après, c'est dit sur un plateau télé comme ça, c'est pas la même chose. Il le dit à BFM, sur BFM ou sur CNews. Il dit, voilà, il dit sa blague, bon, maintenant qui est éculé, parce que vraiment, pour le coup, tout le monde a fait et refait. Par contre, ce que je souhaite à Guillaume, et d'ailleurs qui a rebondi, qui a une nouvelle émission et compagnie, c'est de ne pas faire l'erreur de Dieudonné, c'est-à-dire de construire le reste de sa carrière sur cette blague-là. Bon, il en a écrit un livre, il est à deux doigts de sortir des pins et vendre des prépuces, mais Guillaume est un mec de talent. Pierre-Emmanuel Barré est un mec de talent. Voilà, c'est vraiment des gens de talent. Émeric Lompré est un mec de talent. Sauf qu'aujourd'hui, on a moins d'espace de liberté qu'on pouvait en avoir avant. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu autant d'espace de liberté. Sur l'humour? Non mais... Je veux dire, sur le terrain, sur certains domaines... C'est pas parce qu'on ne fait pas travailler les humoristes que c'est de la censure. C'est surtout parce qu'en face, ils sont pas marrants. Pardon, hein, moi je suis un rigoriste, un ayatollah, si ça fait plaisir à certaines personnes d'extrême, de l'humour. On ne rigole pas avec l'humour. La plupart des humoristes, pardon, mais on n'en a strictement rien à faire de ce qu'ils racontent. Voilà, c'est pas marrant. Dites que le niveau s'est effondré. Mais c'est faussement engagé, de quoi on parle. Il y a des humoristes qui se disent de gauche, ils vendent des places à 50 €. Mais tu te prends pour un chanteur d'opéra. Et il dit, je suis de gauche. Gustave Parking, que vous ne connaissez pas, qui est un maître de notre discipline, accès gratuit au spectacle. Vous donnez ce que vous voulez à la fin. Dites ça à un mec qui fait les zéniths. Et je pense que notre métier est mort quand on a commencé à faire des salles de rockstar. L'humour, c'est un truc personnel. C'est un endroit clos, avec peu de gens. Parce qu'on donne des choses à des gens qui sont inaccessibles, qui est le rire, la caricature. C'est pas anodin si on dit que les femmes sont sous le charme des hommes drôles. Même quelqu'un de pas très beau, s'il est marrant, les femmes ou les hommes préfèrent toujours une femme drôle à une femme belle. Parce que le critère, c'est pas tant le fait d'être dans le paraître, c'est d'être dans quelque part la légèreté et le rire. Regardez dans votre portable, les gens drôles, c'est ceux que vous appelez en premier quand vous faites une soirée. Et ben, c'est pareil dans l'humour. Et quand on a commencé à se prendre pour des stars, des rock stars,
Quand je vois moi des humoristes aujourd'hui qui font des Zéniths, des Bercy pour dire de la merde, un spectacle pas engagé, pas engageant, ils caressent tout le monde, ils nous racontent, vous savez, les hommes et les femmes, bah, quand on se rencontre, on s'en fout de ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils visent le cinéma. Et l'humour est devenu un prétexte aux acteurs ratés et aux actrices ratées pour avoir accès au grand écran. Moi, je fais partie d'une génération où on faisait des blagues en se disant il n'y aura pas de lendemain. Les collègues que j'aime, je les aime vraiment beaucoup. Il y a plein d'humoristes que je pourrais vous citer. Quand je les vois, je suis ému de voir le talent qu'ils ont. Et je suis toujours ému par le talent. Quand je vois un jeune humoriste et tout, j'envoie un message. Ouais, bravo gars. Ça m'a coûté 20 secondes de dire putain mec, j'ai vu ton truc. C'est assez marrant. Mais de croire que l'humour est à gauche contre les puissants, c'est pas vrai. Il existe un humour de droite qui doit rire aussi. Moi, j'ai une passion pour les bobos. J'ai partagé ma vie avec une bobo quelques années. C'est exceptionnel. C'est de l'anthropologie incroyable. D'aimer tout le monde de la même manière et de ne vouloir de personne, c'est un concept bobo assez incroyable. Les bobos s'installent dans un quartier populaire parce que le mètre carré est moins cher. Ils mettent leurs enfants à l'école publique et ils finissent pour vous dire « Ouais, mais l'école publique, elle n'est pas bien pour mes enfants. » Bah, c'est normal parce qu'en fait, tu es dans un quartier populaire. Donc ton loft où tu nous casses les couilles avec des tam-tams africains et tu me dis, et moi je connais encore des gens qui me disent en 2024, je connais très bien l'Afrique parce que j'ai la nounou de mes enfants. Venez avec moi dans un parc aujourd'hui parisien à 17h, vous allez voir qu'il y a un contraste qui ne va pas. C'est que des enfants blancs gardés par des nounous arabes et noirs. Donc à un moment, il va falloir... Et c'est assez marrant, même je vous le dis de manière intéressante. Hier, je me faisais la remarque de dire, qu'est-ce qu'on a de plus sacré que nos enfants? Et pourtant, il y a des gens qui se veulent de droite, qui confient la chose la plus importante de leur vie à quelqu'un qui est d'une origine étrangère, qui vont combattre toute la journée sur les plateaux télé. C'est intéressant comme concept. C'est-à-dire que la valeur éducative aujourd'hui de beaucoup d'enfants CSP+, bah, c'est des gens qui viennent de, pour paraphraser, de la colonisation. Moi, je connais des nounous rebeux qui gardent des enfants jusqu'en CP, et quand l'enfant il pleure, il dit « mais c'était comme ma mère ». Bah oui, parce que ta mère, elle fait du yoga et elle rentre à 21h. Alors que Fatima, elle t'a donné à manger, elle allait te chercher à l'école, elle a pris soin de toi, elle est allée au parc. Fatima, elle est hyper importante. Et moi, les Fatima et les Fatou qui prennent soin des enfants de la France, qui éduquent des enfants, qui leur donnent des principes maternels que même les parents aujourd'hui ne veulent pas faire dans une société déconstruite où les parents ils disent « mais moi, j'ai aussi le droit à mon univers ». Moi, je vois des parents aujourd'hui qui disent ça, qui disent « ah non, non, c'est beaucoup de pression ». Qui délaissent les responsabilités de parents. Mais je comprends pas pourquoi ça va pas avec nos enfants. Bah, ça va pas parce que peut-être tu es dans une colocation plus que dans une famille. Il y a quelque chose qui saute aux yeux un petit peu dans vos propos, de ce que vous dites sur le sujet de l'humour, c'est que finalement, ça doit avoir le propos humoristique doit avoir une portée dans la vie des gens, mais la vie presque politique des gens. Et vous dites que c'est plus trop le cas donc sur les différentes scènes. Vous dites que le niveau des humoristes a beaucoup baissé. Est-ce qu'on va vous revoir sur une scène pour avoir ces propos-là, pour avoir ce discours-là? Et après, on va finir là-dessus. Ah, c'était bien. J'aime bien parler avec un arabe dans un média identifié d'extrême droite. Avec une chemise. J'ai fait le Bataclan au mois de juin, qui a une valeur symbolique pour moi, évidemment. J'ai toujours dit que je faisais le Bataclan pour qu'on puisse passer à autre chose. Et j'espère que d'autres artistes, d'ailleurs, le feront. Je suis en train de vivre une vie qui me permet de remonter sur scène. Est-ce que j'étais sec? Non, je fais toujours des blagues dans le podcast et compagnie. Mais faire un spectacle, c'est faire 40, 30 dates par an. J'ai beaucoup voyagé grâce à mon spectacle, j'allais dire à cause. Mais j'imagine que les gens qui nous regardent et qui sont dans le milieu ouvrier doivent se dire c'est quand même pas mal de voyager. Et je ne vais pas vous sortir le truc de l'artiste solitaire, pas du tout. J'aime trop la vie pour ça, mais il faut que je me nourrisse de certaines choses, de certaines personnes. Venir chez vous fait partie des expériences. J'aurais jamais cru vous donner une interview chez vous. Peut-être que dans ma réflexion, un sketch en sortira et compagnie. Monter sur scène quand on n'a rien à dire, ça s'appelle être géo de Club Med. Beaucoup d'artistes montent sur scène pour des mauvaises raisons. Je pars la semaine prochaine au Mali, je pars ensuite au Sénégal. J'ai besoin de savoir quel type de Français je suis aussi et quel type, comme je dis souvent, d'Afro-Européen. C'est comme ça que la sémantique doit changer aussi. J'ai besoin de, comme disent les Américains, back to the roots, d'aller voir là-bas, de comprendre,
de savoir s'ils ont toujours besoin de nous pour construire, comme vous le disiez, des infrastructures et des routes. Et à ce moment-là, par rapport aux gens qui respectent mon travail, ou en l'occurrence qui sont venus au spectacle, j'aurais des choses à raconter. J'ai plusieurs fois songé à arrêter ma carrière suite aux pressions de l'extrême droite, aux menaces de mort, et je n'en suis pas sorti indemne. Non pas sur cette liberté d'expression, mais tout simplement sur cette, j'allais dire, cette liberté de vivre en étant ce que je suis, c'est-à-dire un Français issu de l'immigration, marocain, qui porte l'histoire de 2 continents, qui, par conséquent, a des moments où ça va, d'autres ça va pas, où toute cette contrariété. Je suis un père de famille, j'ai des enfants qui sont dorénavant grands, et je me dois de m'occuper de cette partie de ma vie aussi pour revenir sur un aspect peut-être plus serein. Je pense que les gens en France ont évolué plus que les artistes. Je ne veux pas me retrouver à être cet artiste qui fait plus de projets que de qualité. Et malheureusement aujourd'hui, dans une France, comme je disais dans le dernier spectacle, qui est devenue une éditocratie, où il n'y a que des éditorialistes qui jugent, c'est abominable. Moi, si je viens, c'est pour être respecté par mon travail. Beaucoup de gens ont critiqué mes spectacles en les ayant pas vus. Je vais d'ailleurs mettre mon dernier spectacle sur YouTube de manière accessible et gratuite. Est-ce que c'est une perte d'argent? Oui. Mais est-ce que c'est un gain de temps? Ça l'est aussi. Il y a une très belle phrase qui dit « L'art ne pose pas de questions, l'art ne donne pas de réponse, il pose des questions ». Vous ne pouvez pas juger de l'émotion quand vous passez devant un tableau, ce que ça provoque en vous. Sur le spectacle, ce qui me fait mal, c'est que je ne supporte pas l'idée d'ailleurs de dire de moi que je suis engagé. Je ne suis pas engagé, je suis français en fait. Donc je viens d'une culture qui, fondamentalement, mon fondamentalisme vient de là, fait que j'ai des réflexions sociétales en permanence. Je suis en accord, en désaccord. Il y a des gens dans le milieu associatif de quartier qui disent « Yacine, il est trop à droite, il parle trop de business ». Et j'ai des gens de gauche qui vont me dire « Oui, mais Yacine, c'est quoi son projet ?» Voilà, c'est toujours compliqué de parler de soi à la troisième personne, mais je crois que plus j'avance, plus je me mets au centre. Beaucoup de gens pensent que d'ailleurs, ma liberté, elle est dans le fait de pouvoir démissionner quand je veux. Je suis parti de l'Élysée parce que je me suis embrouillé avec Jean-Michel Blanquer. Et j'avais sorti cette phrase au président, faudra légaliser les rebeux avant la bœuf. Parce qu'à un moment, j'étais en désaccord. Est-ce que le temps me donne raison? Regardez dans quel état il est Jean-Michel Blanquer actuellement. Mais en plus, j'aime les étincelles de notre pays. J'aime l'idée qu'on ne soit pas d'accord, j'aime l'idée qu'on discute. Dans un truc de respect et pas dans un truc de calomnie permanente. C'est-à-dire que m'éliminer du débat public en disant c'est un garçon, il est soupolais, il est caractériel, il est avec les frères musulmans. Mais de quoi tu parles? Tu viens, on discute, et c'est pas parce qu'à un moment je t'ai prouvé par A plus B que mon raisonnement était plus abouti que le tien que tu dois m'éliminer du débat public. Regardez aujourd'hui combien il y a d'Arabes et Noirs qui prennent la parole publiquement. La plupart des gens ils disent mais non, si j'y vais, c'est trop d'embrouille. Ouais, t'as raison. Ouais, bien sûr, frangin, j'ai des gardes du corps. Moi, j'ai eu des gardes du corps pendant longtemps. Est-ce que j'en ai fait un truc de ma carrière? Parce que dorénavant, les humoristes, quand vous dites, il y en a plein, on connaît plus leurs à côté que leur travail humoristique. Ils disent, j'ai des gardes du corps, je peux plus rien dire. Bah, t'engages pas. Fais des vannes sur les étagères et t'inquiète pas que tu ne seras pas menacé par un Castorama ou Ikea. Fais des vannes sur les étagères. Si tu rentres dans ma ligue, c'est toujours ce que je dis. Il y a des humoristes, quand ils viennent me voir au podcast, je lui dis, attention, frangin, quand tu rentres dans notre division, ici, c'est les méchants. C'est pas gentil chez nous. Il n'y a pas Pierre Ninet qui va t'appeler en disant « Viens, on a un projet de film ». Mais par contre, et je le dis pour conclure, le coup de klaxon d'un taxi, d'un chauffeur-livreur ou un bus qui s'arrête au milieu de la route et qui dit « Yacine, franchement, ça m'a touché ce que tu as dit », même dans une interview comme la vôtre, ça vaut tous les projets du monde. On va finir sur ça. Merci infiniment, Yacine Bellatar, d'être venu dans notre émission. Et donc vous êtes raciste ou pas? Non, vous n'êtes pas raciste, d'accord. Avec plaisir pour un retour, pour revenir ici pour une nouvelle interview et pour débattre. Je vois que vous êtes assez ouvert sur la question, peut-être même de débattre avec un policier, puisque vous n'êtes pas fermé à ce sujet-là, vous en avez parlé. Merci d'être venu dans notre émission. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois sur la chaîne YouTube d'Omerta. Merci à Yacine Bellatar pour ce grand entretien. Je vous rappelle la sortie de notre dernier magazine que voici,
L'Empire contre-attaque, disponible dans plus de 5000 kiosques dans toute la France. N'oubliez pas également de vous abonner à l'application Omerta et de nous suivre sur le site internet www.omertamedia.fr. À bientôt.